bienvenue sur Action Coaching en Leadership, le podcast pour t'encourager à passer à l'action. Je suis Virginie, coach en leadership, j'aide les entrepreneurs et les porteurs de projets à clarifier et à communiquer sur leurs projets et à développer leur leadership. J'aime apprendre. Tout est pour moi une bonne occasion. Une série, un livre, une discussion, un documentaire, une expérience, bref, tout quoi. Tu as un projet ou une entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer ? Tu es bloqué dans le développement du projet, tu ne comprends pas pourquoi. C'est avec joie que je te partagerai des clés sur le leadership au travers de petites histoires dans mes podcasts. À très vite! Aujourd'hui, j'accueille Marie-Esther Degbello. Marie-Esther, tu es cofondatrice de la startup Koaloo qui traite de la santé émotionnelle et mentale des enfants. Et tu es aussi infirmière anesthésiste à l'hôpital Necker. Durant 13 ans, tu t'es investie à la Croix-Rouge où tu occupais différentes responsabilités. Bonjour Marie-Esther. Bonjour. Comment tu t'es retrouvée leader pour la première fois? J'étais un peu baignée dans le milieu associatif très jeune. Mes parents étaient très investis dans des associations culturelles. Donc du coup, très rapidement, en fait, on prend des responsabilités, même si c'est pour garder des enfants, même si c'est pour s'occuper d'un micro-truc. Voilà, donc en fait, c'est progressif, mais c'est en étant mis dans le panier très très jeune, mis dans le bain très très jeune. Et c'est comme ça que je me suis investie. Et ma vraie première prise de responsabilité, au-delà de l'école d'infirmière, quand j'étais déléguée, ce genre de choses, ça a été quand j'ai pris le poste de responsable départemental de jeunesse à la Croix-Rouge. Donc j'avais 21 ans. Ok, donc à 21 ans. Ouais. Tu t'es vraiment engagée jeune en fait, hein? Ouais, mais je crois que c'est un gage de bien-être et de réussite aussi. C'est-à-dire que enfin, dans ce qu'on voyait dans les études d'ailleurs avec la Croix-Rouge, c'était que plus tôt tu t'investissais et plus tu développais des compétences, ça c'est un fait, mais aussi plus tu restais longtemps dans la sauce en fait, parce que c'était un peu la sauce de ta jeunesse quelque part, et voilà. D'accord. Et du coup, comment étaient tes débuts en tant que cadre, responsable? Après, j'ai eu la chance à la Croix-Rouge d'être super super bien encadrée. Et puis avec des gens qui m'ont dit, écoute Marie-Esther, c'est une création de poste, donc t'as un peu carte blanche quelque part. Donc, et c'est vrai que bon, à la fois ça te laisse faire beaucoup de choses. T'as la possibilité de te dire bon je fais ce que je veux. Puis j'étais super motivée et tout ça, donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma prise de poste quelque part. J'étais toute seule et il fallait tout créer. Donc voilà, on commence avec nos petites idées et puis de se dire bon voilà comment on fait, etc. On discute avec ceux qui sont déjà en place, on voit ce qui a déjà été fait et puis après on commence à bâtir brique par brique quoi. Waouh. Et qu'est-ce que cela a changé dans ta manière de concevoir le travail? Je pense que j'ai beaucoup appris hein. T'as beau avoir une personnalité un peu de leadership, ça veut pas dire que t'es un bon leader au départ. Tu peux avoir des compétences de leadership, c'est-à-dire d'être très motivé, d'entraîner les autres, etc. Mais je me suis aperçue assez rapidement que oui, mais du coup, quand tu prends des responsabilités, c'est sur le long terme, donc c'est comment tu réengages les gens. Enfin, c'est toute la notion d'équipe en fait. Un leader, il est rien sans. Enfin, il n'y a pas de leader tout seul en fait. Tu peux être leader tout seul, mais si t'emmènes personne, si t'embarques personne dans ton idée, ça perd un peu de sens. Et en plus, pour le coup, là, moi, j'étais à la Croix-Rouge française, donc il y avait aussi toute une notion d'impact qu'on souhaitait avoir. Donc pour moi, c'était très important le travail d'équipe et de réussir à créer une équipe en fait. Et de cette équipe, de se dire comment on va essayer de se déployer, d'en faire plus, de faire mieux, etc. Donc en permanence, tu vas essayer de te remettre en question pour faire améliorer les choses. Ok, mais c'est très challengeant en fait ce que tu me partages parce qu'au final, quand t'es arrivé sur le poste, vu que c'est une création de poste, t'as dû tout créer. Ouais. Et ensuite, oui, tu découvres le fait de devoir amener les autres à s'investir quasi quotidiennement dans un projet. Ouais, alors on n'était pas en mode quotidien réellement. Enfin, je peux pas dire quotidien, mais en tout cas, on essayait de faire des activités. Enfin, pour moi, c'était pas la peine de se fixer des objectifs trop hauts. C'était plutôt de se dire, ok, marchons par projet plutôt que marchons par côté hebdomadaire ou quotidien, etc. Ok.
on avait un fonctionnement plutôt par projet, en se disant bon bah tiens, là on va travailler avec des écoles et on va aller les sensibiliser au droit international humanitaire. Donc et donc ça c'était notre objectif, et donc du coup bah moi j'essayais de trouver des, au départ j'étais chercher des amis, genre hey, tu fais quoi le week-end prochain, est-ce que tu veux venir avec moi? Et puis c'est comme ça que après on m'apportait en disant ah bah tiens, il y a quelqu'un qui s'est présent, qui a toqué à la porte et il cherche des activités à faire. Du coup, j'ai essayé de les inclure, etc., quoi. Waouh. Ok. Mais c'est Assez. challengeant parce que, enfin, moi, je savais pas gérer une équipe, en fait. Je découvrais, dans mon métier, en fait, moi, j'avais fini mes études, mais dans mon métier, on n'a pas cette notion vraiment d'équipe. On a la notion de binôme. Par exemple, infirmière, aide-soignante, ou médecin, infirmier, ou, enfin, voilà, on a la notion d'équipe, de travail d'équipe, de certaine manière, globalement, sur la prise en charge du patient. Mais tu as quand même un gros rôle propre, etc. Donc c'était très challengeant enfin, j'avais pas de notion sur comment on fait pour s'occuper d'une équipe. Waouh. Ok. Et du coup, est-ce que tu as été confronté au syndrome de l'imposteur et comment tu l'as surmonté? À l'époque, alors ouais, moi je te parle de 2009, donc ça fait déjà un petit moment. Je prends mes responsabilités en 2009. On n'avait pas cette notion du syndrome de l'imposteur. Il arrive, enfin moi j'en entends pas du tout parler. J'étais relativement jeune, donc je me pose pas la question. Moi j'y vais à fond. Je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, et je pense que c'est bien. Là où le syndrome de l'imposteur va plus arriver, c'est quand je vais commencer à me poser la question de la création de l'entreprise. Ou là, de me dire, bah attends, t'es que infirmière anesthésiste, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, il y a plein de trucs que t'as pas. Créer une entreprise. En fait, t'as la partie, t'as deux parties. T'as la partie très motivationnelle où t'es motivé à fond et tu sais que ton produit et ce que tu veux faire, c'est pour la bonne cause. Et puis t'as la partie aussi un peu syndrome de l'imposteur où tu te dis, mais est-ce que je suis la meilleure pour faire ça? Et en même temps, bah si je le fais pas, personne ne le fera. Enfin, tu vois, t'as toutes ces questions. T'as toutes ces questions-là. Donc, comment tu le surmontes? Bah, un peu au quotidien. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance d'être super bien entourée très tôt dans la start-up puisque j'ai eu un associé directement. Et lui il me disait, bah, en fait, tu te poses pas la question. Si tu sais pas faire, tu vas chercher sur Internet et tu vas réussir et tu vas trouver. Donc, c'est sûr que ça joue énormément là-dessus aussi sur comment t'es accompagné. Donc, comment tu le surmontes? Je pense en étant bien accompagné, en te disant bah de toute façon oui bah je sais pas, il y a plein de trucs que je sais pas, bah je fais et puis on verra bien, et si c'est pas bien bah au pire j'apprendrai, quoi, tu vois. Ouais. Donc au départ je savais pas faire du commercial. Enfin voilà, j'ai la tchatch, mais de là à faire du commercial c'est un autre métier. Enfin bah enfin aujourd'hui tu peux tout trouver sur internet, du coaching, des masterclass, tu peux. Enfin donc j'ai fait ça, j'ai fait plein de masterclass sur des techniques de commercial, j'ai appris plein de techniques, et puis je me suis dit bah vas-y, maintenant teste-les. Et donc bah j'ai testé, je me suis dit, ah ouais, celle-là elle marche, celle-là elle marche un peu moins, et j'ai fait ma technique à moi, et c'est comme ça que j'ai appris à faire du commercial, en fait. Enfin ça c'est l'exemple un peu typique. Donc syndrome de l'imposteur, à un moment donné, t'es obligé, enfin, t'as pas le choix de passer au-delà, en fait. Voilà. Et puis après, de te dire, de toute façon, je suis convaincue que mon produit marche. Et donc, c'est aussi la foi dans ton produit ou la foi dans ta vision, dans ta mission qui te permet d'aller au-delà, quoi. Waouh. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, quand tu dis, qu'au final, excuse-moi, quand tu dis qu'au final, le syndrome de l'imposteur, c'est une question d'entourage et une question aussi, bah, de toute façon, faut y aller. Bah, t'as pas le choix. De toute façon, si t'es toute seule, enfin, ou même en équipe, si tu te répartis les tâches, si tu le fais pas, personne va le faire à ta place. Donc, à un moment donné, bah, tu fais, t'essayes, tu te trompes, tu t'améliores, et c'est le meilleur truc pour réussir. T'as pas le choix. Et c'est Il y a typique de personne d'autre. l'entrepreneuriat. Et ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est au final, ben, tu peux pas t'abandonner. Ouais, tu peux pas t'abandonner, en fait. Tu peux pas renoncer à ta mission, à ta vision. Mm. Bah, si, enfin, tu peux, mais du coup, tout tombe à l'eau, en fait. Donc, si c'est pas toi qui le fais, qui va le faire? Exact. C'est ça, en fait. Donc, tu peux, soit tu te laisses envahir par tes émotions, ce qui est pas du tout évident. Je pense des fois, alors je sais pas si c'est le fait d'être une femme, d'être jeune, enfin, on peut toujours trouver plein d'excuses à être envahi par nos émotions. Puis il y a un moment donné où, bah, écoute, t'as pas le choix, en fait. Donc arrête de te poser la question. C'est un peu
quand t'as le temps d'y penser, c'est là où ça t'envahit. Mais quand t'as pas le temps et t'as pas le choix, genre une situation d'urgence, t'as pas le temps, t'as pas le choix, bah t'y vas en fait. Tu verras bien. Et puis bah si tu te trompes, ça fait quoi? Bah ça fait rien, tu recommenceras. Alors oui, des fois, bah tu te payes la honte. Oui, des fois, il y a des gens qui t'envoient bouler, ou il y a des gens qui te répondent pas. Ou bon bah c'est tout. Bah tu vas réessayer, tu vas réessayer. C'est un peu ça le truc d'entrepreneur, c'est d'essayer jusqu'à ce que tu D'accord. réussisses. Voilà. Après, ça te demande de la patience, de la persévérance, ça demande de l'humilité. Ça te demande aussi de te remettre en question beaucoup, de dire ah mince, ah j'ai encore loupé. Voilà, on n'a pas la culture de l'erreur en France non plus, il faut se le dire. Donc du coup, c'est de se dire bah ok, j'ai loupé. Comment je retrouve la motivation, tu vois? Mm. Parce que derrière le syndrome de l'imposteur, il y a aussi ça. C'est oui, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oui, bah à un moment donné, t'as peur. Ok, allez, let's move on quoi. Yes. Alors justement, tu parlais de Koaloo et on va en parler maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené Ouais. justement à créer ta start-up Koaloo? Je suis le métier infirmière, puis après j'ai refait une spé pour faire infirmière anesthésiste. Donc c'est en fait une spé de 2 ans pour faire qui te donne un master, un équivalent master, qui te permet en fait de faire des activités beaucoup plus techniques, d'approfondir des notions que tu aurais pas fait dans tes études d'infirmière. C'est des métiers voilà hyper techniques, hyper intéressants et tout ça. Et dans ce métier-là, on fait tout ce qui est partie de l'anesthésie, donc les blocs opératoires, on fait le préhospitalier, on peut faire un petit peu de post-hospitalier. Donc voilà, il y a des choses hyper intéressantes qu'on peut faire. Et moi, je vis une situation dans mes études où on doit faire un stage de pédiatrie. Et dans le stage de pédiatrie, j'assiste dans 2 établissements différents à 2 prises en charge complètement différents. Et pourtant, l'un est réputé beaucoup plus pertinent et l'autre est réputé beaucoup moins, enfin, il faut moins de pédiatrie, donc il devrait être moins à l'aise. Pourtant, celui qui en fait moins prend mieux en charge les enfants. Donc, du coup, je me dis, bah, c'est sur une situation vécue que, du coup, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Et de cette situation, je me dis, ça, c'est une situation qui m'interpelle. Et ensuite, je vais faire mon mémoire de master sur ce sujet-là, qui est l'anxiété préopératoire de l'enfant. Donc voilà. Et c'est de ce sujet-là qu'on va dire, ok, en fait, l'anxiété, ça peut se traiter, mais chez les enfants, il y a un manque de maturité, donc comment on fait? Et c'est de là, je me dis, bah attends, on est en 2014, c'est simple, on va mettre une appli pour tout. Et s'il y a une appli pour tout, il y a bien une appli pour préparer les enfants au bloc. Et c'est comme ça que vient l'idée de l'application, quoi. D'accord, c'est comme ça que t'es venue l'idée de l'application. C'est en fait dû à la situation vécue. Pourquoi d'un centre à l'autre, la prise en charge des enfants sont pas similaires, alors qu'on est sur des pathologies similaires, on est sur tranches d'âge similaires. Et en fait, on va se rendre compte en étudiant le sujet que plus j'étudie le sujet, plus je me rends compte qu'en fait, c'est un vrai sujet qui est pas traité en France ou très peu pris en compte. Parce que le sujet de l'anxiété, c'est pas un sujet. On est déjà sur la prise en charge de la douleur aujourd'hui en France. Par contre, donc là, je te parle en 2014. Par contre, prendre en compte l'aspect psychologique chez l'enfant, c'est quelque chose qui arrive, mais tout doucement, ou qui est vraiment dans des niches où on te dit d'aller voir le psychologue une fois que tu as vraiment tous les troubles, voilà quoi. D'accord. Waouh. Mais les meilleures idées viennent justement des expériences, donc Ouais. c'est super ce que tu nous partages. Et je sais que tu travailles avec ton associé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous? Oui, on a vraiment fait varier le nombre de personnes qui travaillent avec nous, des professionnels de santé, parfois c'était des psychologues, parfois des stagiaires, parfois on a embauché des gens. Vraiment, depuis que la boîte vit, il y a eu avec plein de hauts et de bas, avec plein de personnes qui nous ont rejoints dans l'aventure. Donc oui, on travaille en permanence avec beaucoup de gens, qui soient en interne ou en externe. Ok. Et en moyenne, ça fait combien de gens comme ça à gérer? Bah ça, c'est dépendant de ce qu'on a fait. On a pu monter jusqu'à 4-5 salariés. Et puis parfois, on a pu se retrouver 2-3 avec, enfin 2 avec un stagiaire. Enfin voilà, donc c'est vraiment aléatoire. Waouh. J'imagine que ça aussi, ça doit être autre chose de travailler avec des salariés qu'avec des bénévoles. C'est ça. Ça aussi, ça devait être vraiment challengeant pour toi. Ouais, après c'est pas évident parce que bah là aussi c'est pas ton métier initial.
enfin, c'est plus facile d'encadrer un stagiaire, par exemple, dans mon métier d'infirmière anesthésiste parce que je l'ai appris, que dans des domaines où je vais travailler, genre le commercial ou le marketing, que moi-même j'ai appris tout sur le tard, quoi, tu vois. Donc c'est comment t'encadres des gens et que tu leur donnes la vision de ce que tu veux exactement. Et ça, j'avoue que j'ai encore beaucoup de progrès à faire dedans. Ok, ok. Mais c'est trop passionnant parce que t'as un parcours au final très éclectique. T'es dans l'associatif, après tu vas dans la santé, tu vas dans l'entrepreneuriat. Avec toi, on y va, c'est sûr. Ouais, mais après c'est des questions de passion aussi, tu vois. Mm. Voilà, et puis des questions de quand t'es habitué à faire ça, en fait, au final, tu continues et t'avances, quoi, tu vois. Mm. J'ai l'impression que finalement, dans tout ça, c'est ta passion, le fil rouge, en fait. Oui, après, t'aimes faire, enfin, moi, j'aime faire des choses qui ont du sens, qui ont du sens et dans lesquelles, quelque part, t'apprends toujours. Donc, quand j'ai fait des trucs avec la Croix-Rouge, j'ai beaucoup appris et j'en apprends encore aujourd'hui. Enfin, en fait, t'es sans cesse en train d'apprendre. Après, bien sûr, t'es en train de te former et t'es aussi dans, ok, bah, du coup, en apprenant, je sais ce que je veux, je sais où je vais, etc., tu vois. Mais je pense que oui, c'est la soif d'apprendre aussi et de comprendre la soif de discuter avec les gens et de pouvoir les aider. Enfin, ça, enfin, la sensation, il y a pas de prix pour ça. C'est un peu comme, ouais, quand t'es infirmière, t'aides quelqu'un qui dit merci, à la suite de son soin parce que tu l'as fait différemment. T'as ajouté un petit plus, bah, ça fait la différence, quoi. D'accord. Et du coup, ce n'est pas la même chose de contribuer à l'avancement d'une vision, on est d'accord, et d'être soi-même le moteur de cette vision. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous partager à ce niveau-là? Qu'est-ce que toi tu as vécu? Quelles sont les différences pour toi? C'est vraiment quelque chose, de pas forcément facile, hein. C'est pas un sujet easy à traiter. C'est hyper complexe. C'est au quotidien la vision aussi que ça se transmet. Moi, souvent, ça m'est arrivé un peu de perdre le nord. Pour être très honnête, tu sais, t'es tellement dans ton truc que tu dis ah au fait, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, je suis quelqu'un de passionné, donc moi j'y vais à fond. Et puis tu vois, t'es à fond dans ton truc et tu dis bah donc c'est ça aussi l'intérêt d'être deux dans un couple d'associés, c'est que ton associé peut prendre de la distance parfois quand toi t'en as plus, ou l'inversement proportionnel. Donc souvent c'était ça aussi qui m'a beaucoup aidé à me recentrer. C'était mon associé qui dit mais t'es en train de faire quoi là? Et ça sert à quoi? Mais pourquoi tu le fais? Et non mais c'est des questions qui sont dures parce que tu les prends en pleine tête et c'est très frontal, mais en même temps elles sont juste nécessaires à toujours garder le bon cap en fait. Quelqu'un qui vient de poser la question mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi tu le fais? Enfin, tu vois, et c'est quelque part, c'est des questions qu'on n'aime pas se poser parce que bah ça nous arrête, en fait, ça nous freine. Et quand t'as une personnalité un peu fonceuse, bah t'as pas envie que quelqu'un te dise bah pourquoi tu fais ça, enfin ça n'a pas de sens parce que toi t'es convaincu que bah si tu fais ça. Et après sur la notion de vision, il faut pas confondre aussi vitesse et précipitation, c'est-à-dire que moi personnellement, je suis une fonceuse, donc j'ai tendance à foncer et pas m'arrêter et réfléchir à ce que je veux et après foncer. Et du coup, je ronge mon frein des fois pour essayer de réellement apprendre. J'apprends beaucoup des autres en fait parce que là je sais que moi j'ai beaucoup à travailler sur ce sujet-là pour garder la vision, etc., quoi, ou avoir un coup d'avance ou anticiper les choses parce que c'est ça aussi d'avoir la vision. Là de ce côté-là je pense que je dois remercier mon associé qui est beaucoup plus bah voilà qui arrive vraiment à garder la vision dans les hauts comme dans les bas parce que ça aussi c'est un sujet. C'est quand t'es en galère, quand t'arrives pas à faire ce que tu veux, quand t'as pas de résultat que tu veux, est-ce que t'es toujours dans la bonne vision? Est-ce que, enfin, ah bah oui, en fait, tu changes pas ta vision. Pourtant, t'es toujours en galère et c'est juste que t'as pas craqué le truc qui fait que ça fonctionne, quoi. Donc il y a plein d'enjeux, mais je dirais pas que c'est mon point fort pour l'instant. Mais j'apprends beaucoup, bah, aux côtés de mon associé ou d'autres qui gardent la vision coûte que coûte et des leaders, voilà. Donc, je pense que, bah, pour garder ça, il faut aussi savoir, être à l'écoute des gens, repérer les leaders qui t'impressionnent ou qui t'impressionnent ou que tu trouves très très bons et un peu réfléchir à bah qu'est-ce qui fait que eux gardent la vision, enfin dans quel contexte, etc., quoi. Bon, j'ai été très large, mais c'est un sujet très difficile à traiter en 3 minutes, mais c'est juste pour dire que c'est le sujet de la vision, c'est hyper important
mais que tu peux vite te perdre et confondre vision et activité en fait. C'est vrai. Donc voilà. Alors, quel a été ton plus gros défi? Euh, oui, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est un des défis importants. Puis t'aimes bien te cacher derrière tes défauts ou derrière ton handicap ou derrière ce que tu peux voir en fait. Donc mon plus gros défi, c'est d'avoir fait des trucs qui sont hyper challengeants pour moi, dans lequel j'étais pas à l'aise, dans lequel voilà, quand tu sors de ta zone de confort, c'est un gros défi et tu peux sortir de ta zone de confort sur plein de trucs. Aller contacter des gens que tu connais pas sur un sujet que tu maîtrises pas parfaitement, aller contacter des gens et te prendre des portes dans la tête parce qu'ils aiment pas ton sujet ou c'est pas leur sujet. Enfin voilà. Donc ouais, mon plus gros défi. Parfois, ça a été, oui, sortir de ma zone de confort. Parce que déjà, en créant une entreprise ou en étant dans une entreprise aussi, t'es déjà dans ta zone d'inconfort. Et donc, il y a des fois, on allait encore plus loin dans la zone d'inconfort, quoi. Donc, oui, ça a été l'un de mes gros challenges. Ok. Waouh. Alors, qu'aurais-tu voulu savoir avant de te lancer? Bah, cette question, elle est intéressante, mais en même temps, il faut bien se rendre compte que parfois t'as beau avoir l'information, ça change rien tant que t'es pas dans la situation en fait. Donc il y a que quand tu rencontres le problème et qui t'énerve suffisamment que tu vas chercher la solution. C'est sûr que si j'étais passée par un cursus très standard scolaire, bien sûr que certainement ça m'aurait aidé parce que j'aurais eu des bases et je me serais dit tiens, j'aurais peut-être mieux compris la finance d'emblée, j'aurais peut-être mieux saisi comment on crée une entreprise. Enfin voilà, oui, il y a des choses oui, ça m'aurait aidé si j'y avais fait, mais je pense que j'aurais dû le faire dans un cadre très scolaire pour rentrer dans le moule entre guillemets. Après le reste, moi j'aime bien me former quand j'ai la problématique parce que ça m'énerve suffisamment pour que je sois suffisamment motivée pour apprendre sur le sujet. Donc D'accord. voilà. Et au final, bah, c'est une histoire aussi de process, on est d'accord? C'est ça, et c'est aussi avoir les informations au bon moment quand on a besoin en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir appris quelque chose, mais parfois en fait tu vas devoir y retourner pour au bon moment quand on a besoin en fait. Donc c'est pas d'avoir trop d'informations, c'est d'avoir la bonne information au bon moment quelque part. Ok. Ce que j'ai pu observer en te voyant, en regardant ton parcours professionnel, c'est un sens développé de leadership et du don de soi. D'où te vient cela? Bah, je pense que je sais pas, est-ce que c'est interne ou génétique, est-ce qu'il y a une part de ce que j'ai vu chez mes parents. Je pense que j'ai vu mes parents très engagés et très tôt. Donc du coup, c'est sûr que bah pour moi, c'était une façon de fonctionner en fait quelque part. Donc voilà, ouais, je me suis engagée super tôt et c'est ce qu'on se disait en tout début, mais plus tu t'engages, plus tu te donnes. Et après, on avait aussi cette notion que, enfin moi j'ai grandi dans une famille nombreuse, donc c'est toujours bah tu te donnes et puis bah, tu reçois naturellement en fait. Donc c'est plutôt ouais la notion de don de soi qui vient. D'ailleurs j'en ai fait mon métier quelque part parce que tu donnes de ta personne pour aider les gens. Donc voilà, et après t'en tires des bénéfices d'une manière ou d'une autre et c'est ça qui est intéressant. T'apprends Au, beaucoup en fait au contact de l'autre. au final, bah, tout ça, ça devient de ta vie privée, quelque part. Parce que là, tu parles de Bah, tes parents. ouais, enfin, c'est de la vie privée, mais ta vie privée, elle impacte forcément ta vie professionnelle. Tes On est choix, elle d'accord. impacte. Ouais. Tu peux pas dire que ton enfance n'a pas d'impact sur ta vie adulte. Non, au contraire. C'est Clair. toute la construction psychologique que tu as pu avoir avec tes parents, avec ton entourage, les expériences que tu as pu avoir qui vont te façonner à l'âge adulte. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur la notion de l'enfance, parce qu'on est persuadé, en fait, que si tu donnes les outils aux enfants, pour faire face aux aléas de la vie, bah, t'en seras que plus fort, quoi. Ok. Et du coup, bah, quel est ton secret? Ouh, le secret. Si c'est un secret, ça se révèle pas normalement le principe, mais bon. Non, je pense que c'est important de prendre du temps et de considérer, de nourrir chacune partie de ton corps, donc corps, âme et esprit. Et ça, si tu fais pas ça en fait, et si tu négliges une partie, du coup, moi en tout cas, je suis pas entière. Donc je vais passer du temps à me reposer. Je suis quelqu'un qui a besoin de dormir.
la nuit. Moi, je suis une grosse dormeuse, mais j'ai aussi besoin de me renouveler, dans mon âme aussi. Donc, trouver quelque chose qui nourrit mon âme et mon esprit. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin aussi d'activités, de rencontrer des gens, de discuter avec eux, etc. Et ça m'aide. D'accord. Donc en fait, la solution, enfin pour toi, le secret, c'est en fait savoir se reposer et comprendre ce dont ton corps, ton âme et ton esprit ont Ouais. besoin finalement. Oui, c'est ça. C'est de pas négliger aucune de ces trois parties en fait, parce qu'en fait, elle est un peu indivisible. Et donc quand tu en négliges une, par exemple ton corps, si tu dis je passe mon temps, je sais pas moi, à lire et à méditer ou à faire des choses comme ça, c'est bien. Mais ton corps à un moment donné, il a besoin de se dépenser aussi. Donc et tu peux aller dans ce triptyque-là. Et en fait, c'est surtout ça, essayer de nourrir ce triptyque-là un maximum pour trouver un équilibre de vie. Donc voilà. Moi, j'ai besoin de rencontrer des gens, de discuter avec eux, de ma famille, c'est super important. D'accord. As-tu des mentors? Euh, alors pas appelé en tant que mentor en tant que tel, mais oui, je pense que j'apprends beaucoup aux côtés de mon associé, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui a vraiment des compétences de leadership et de gestion d'entreprise qui sont hyper intéressantes et tout ça, un visionnaire. Donc c'est vrai que tu apprends beaucoup et t'essayes d'enregistrer l'information au fur et à mesure. J'ai aussi des investisseurs avec qui j'échange énormément. Donc voilà. Et après, bon, bien sûr, tu as toujours les amis ou les gens avec qui tu vas discuter qui vont un petit peu te challenger aussi, quoi. D'accord. Donc en fait, t'es bien entouré. T'as peut-être pas forcément de mentor, mais t'as des Bah, inspirations. j'en ai pas qu'un seul. J'ai des inspirations, voilà, des gens qui m'inspirent beaucoup, des gens sur LinkedIn que je connais avec qui j'échange, ou des fois tu dis juste, j'y arrive pas. Là, tout le monde sur LinkedIn marque que ça marche super bien, mais moi j'y arrive pas. Ok. Et qu'est-ce qu'un bon leader pour toi? Parce que tu parlais d'inspiration, donc au final, qu'est-ce que tu retrouves chez ces personnes qui t'inspirent? Enfin, je pense qu'on a tous une définition qui nous est propre, celle du leadership. Ça, c'est intéressant. Et après, il y a tous des choses qu'on admire chez les gens et qu'on aimerait avoir quelque part. C'est ça qu'on admire. Ouais, je pense que dans tous les cas, il y a une part d'écoute. L'écoute, c'est super important pour moi parce que ça détermine énormément de choses sur ta capacité à comprendre les situations. Donc, l'écoute, c'est super important. La deuxième chose que je note, c'est aussi ta capacité à garder la vision. On en parlait tout à l'heure, mais avec l'écoute, en la prenant en compte, en améliorant, mais en gardant toujours le cap, en fait. Un bon leader, il garde son cap dans les hauts comme dans les bas. Et ça, pour moi, c'est super important, en tout cas, d'avoir ça en tête. Et puis, c'est quelqu'un qui travaille en équipe. C'est quelqu'un qui met les autres en avant plutôt que de se mettre en avant. Donc voilà. On pourrait dire plein de choses sur le leadership, mais je pense que si je devais en garder trois, quatre, ce serait ceux-là qui sont pour moi, en tout cas, des compétences qui sont clés pour un bon leader. C'est quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait garder la vision dans les hauts comme dans les bas, et quelqu'un qui sait travailler en équipe et mettre son équipe en avant dans les bons moments et prendre les coups quand il faut les prendre. Ok. Non, mais je trouve ça top parce que surtout l'écoute, c'est ce que t'as dit en premier. C'est pas Mm. forcément ce qu'on dit souvent en premier. Mm. Et du coup, je trouve que ça fait sens. Ça Parce fait que sens. souvent on a envie de parler, en fait, t'as envie de dire et tout ça comme si toi t'avais le savoir, mais en fait quand t'écoutes les gens, tu te rends compte qu'en fait tout le monde a la solution, mais il faut juste que il y ait quelqu'un qui la construise, qui la mette en œuvre et qui voilà. Et donc ouais, en général les gens font un super travail tous ensemble, mais des fois il faut juste un leader qui va faire le lien et qui va après remettre en avant le groupe pour dire vous voyez ce que vous avez réussi à faire, bravo, félicitations. Et ça, tu veux pas le faire si t'as pas écouté initialement, quoi. C'est clair, c'est clair. Surtout qu'en fait, l'écoute permet de comprendre l'environnement dans lequel on se situe, autant j'ai envie de dire l'écosystème de l'entreprise que vraiment les personnes avec qui on travaille, en fait. Mm. Et tout ça, ça doit vivre en symbiose pour que ça produise quelque chose. Donc, Et puis, t'apprends ça beaucoup dans le commercial, mais en fait, ça sert à rien c'est pas parce que tu parles plus que tu vends plus, en fait. C'est parce que les gens ont été écoutés, se sont sentis écoutés, qu'ils vont avoir de la confiance en toi et que du coup, tu vas aussi résoudre leurs problèmes à eux. Là, ils seront à ton écoute à partir du moment où tu les as écoutés.
il y a une notion un peu de réciprocité, mais ça commence par l'autre. Donc, Tout à fait, tout voilà. à fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être cofondatrice d'une start-up? Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Je vais commencer par ce que j'aime le moins. C'est la notion que, en fait, t'as jamais de répit quelque part. T'es toujours entrepreneur. T'as toujours, il y a pas de vacances où tu peux pas te dire, allez, je coupe, c'est pas grave, je regarde pas, c'est pas grave. Bah si, en fait, t'as pas de pause. Donc ça m'est très difficile. Moi qui suis toujours une fonceuse, mais de temps en temps, j'ai vraiment besoin de repos. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est à partir de quand tu t'arrêtes, quand est-ce que tu fais une pause, quoi. Donc voilà, bon, il y a encore plein de trucs qui sont super difficiles aussi, hein, mais voilà. Et qu'est-ce que j'aime bien? Oui, c'est la fierté, c'est la fierté de dire j'ai fait quelque chose. Après, en général, on est loin de le faire tout seul. Moi, j'ai la chance d'avoir un super coéquipier, j'allais dire, dans la bataille avec moi. Donc, je suis jamais tout seul. Mais oui, c'est la fierté de se dire, bah, ouais, je construis la pierre à l'édifice, je mets ma pierre à l'édifice. Je pense que c'est né aussi d'une insatisfaction, d'une frustration de ce qui se passe à l'hôpital et de l'état de santé de notre système de santé. Et ça, il y a rien de pire, de plus frustrant que de vouloir faire des choses et que ça te prenne 3 plombes pour faire valider un petit truc ridicule. Là, c'est la fierté quelque part de dire on peut faire des choses à notre échelle, on peut essayer. Oui, on rencontre des difficultés, mais au moins tu te donnes à fond pour quelque chose pour lequel tu vois de l'effet un peu direct. Donc ouais, voilà, Ah, un peu, je dirais la fierté quand même. c'est top, c'est top. Je te connais un petit peu et je plus sois tout ce que tu dis. Je suis fière parce que vraiment, c'est ton projet, il est juste super. D'ailleurs, je mettrai en description de cette vidéo les liens qui mènent à ton site internet Koaloo. En plus, on sort un livre aux éditions Hachette sur la santé mentale et émotionnelle des enfants. Donc, que vous ayez des enfants ou pas d'enfants, t'as des neveux, des nièces, enfin voilà. En fait, tout le monde veut faire de son mieux avec ses enfants ou même les enfants des autres. Enfin, tout le monde essaye de faire de son mieux. Bah là, en fait, on donne un peu des outils pratico-pratiques aux parents pour les aider à faire de leur mieux, d'être à l'écoute de leurs enfants et d'outiller leurs enfants quand ils sont en difficulté émotionnelle. Donc, bah parfois, ça peut être sur la tristesse, la colère, l'agressivité, le stress, etc. Donc là, on donne des outils pratiques. Et puis, d'ici quelques semaines, normalement, on sort notre appli. Donc, stay tuned dans les 2-3 prochaines semaines si tout va bien. D'accord. Donc quand justement le podcast sera sorti, ils auront tous les liens, je pense, C'est ça. et ça va être top. Alors du coup, quel est l'encouragement que tu aimerais partager à celles et ceux qui veulent se lancer? Moi, je dirais, en fait, bien s'entourer dès le début. Enfin, le fait que moi, j'ai eu un super associé dès le début, bien sûr que, bah, il savait faire plein de trucs, donc j'allais dire, c'est pratique. Ça ne te dédouane pas d'apprendre, mais c'est sûr que c'est plus rassurant. Donc, je dirais, bah, la team, au départ, hein, c'est trouver quelqu'un qui va vraiment être dans ton, qui va partager ta vision et qui va être à fond avec toi. Ça, c'est le premier conseil. Après, le deuxième, c'est bah enfin voilà, donne tout, essaye, va jusqu'au bout. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais tu sauras que si t'as essayé, donc t'auras pas de regrets. Donc voilà, moi ce que je me dis, c'est aussi ça, c'est bah j'aurais tout donné. Bah si ça marche et je sais que ça va marcher, bah tant mieux. Et si ça marche pas, bah je sais que j'aurais tout donné, j'aurais fait mon maximum pour que ça marche et de chercher toutes les solutions derrière quoi. C'est top, Marie-Esther. Merci beaucoup. Avec plaisir, Et au Virginie. plaisir de te retrouver une fois que Koaloo se sera encore développé dans d'autres sphères. J'espère. On Je suis très espère, on fière espère. pour toi, en tout cas. Merci beaucoup. À très vite. Merci. À très bientôt. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de te retrouver au prochain épisode. À très vite!